Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Les fermetures répétées du nouveau pont-Gouin irritent plusieurs commerçants du centre-ville de Saint-Jean. Ce sont des travaux qui ciblent la partie mobile du pont. Il y a des inspections à tous les mois. Ça a commencé la semaine dernière. Et pour nous en parler, c'est un peu le porte-parole des commerçants du centre-ville. Il s'agit de M. Jean-René Bertrand, qui est propriétaire du magasin Rookery. M. Bertrand, bonjour. Bonjour, Mario. Quels sont ces problèmes? Comment vous vivez la situation? Parce que c'est un axe majeur quand même, le pont-Gouin. Comment vous vivez la situation au centre-ville? En fait, nous, pour les commerces de détail, cet axe-là est vraiment majeur. Donc, surtout moi en particulier, j'ai des clients qui viennent un peu de l'extérieur des cantons de l'Est ou ces trucs. Donc, quand ils se rivent le nez sur un pont fermé, en plein milieu de la journée, c'est pas l'idéal. Oui. Donc, ça se reflète donc, sur l'achalandage du commerce, parce que c'est les jeudis quand même, c'est quand même une journée importante là, pour les commerces. Donc, ça se reflète sur l'achalandage? Exactement, parce que nous autres, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils remettent les fermetures de pont normalement le lundi. Déjà, le lundi, les salons de coiffure sont fermés, les salons de tatou sont fermés. Il y a plusieurs restaurants ou boutiques qui n'ouvrent pas le lundi. Nous autres, on est ouverts, mais au moins, ça limiterait le désagrément. Oui, parce que là, les travaux se font aussi de jour. Ce qui complique les choses. Lorsqu'on se promène là, sur les réseaux routiers, souvent, les travaux se font de nuit. Ce qu'on nous explique, c'est que si on faisait ça de nuit, ça nous coûterait plus cher. C'est ce que vous souhaiteriez quand même, que ces travaux-là se fassent de nuit pour atténuer un peu les répercussions sur les commerces? Mais en fait, j'ai sollicité, depuis les dernières années, j'ai sollicité autant les élus municipaux ou le député du côté de Saint-Jean. La réponse que j'ai eue d'eux autres, c'est tout le temps ça, c'est ça coûte plus cher. Fait que je suis allé vérifier comment ça coûte. C'est 2,90 par travailleur, la prime de nuit. OK. Fait que c'est pas énorme. Mais on parlait aussi de location spéciale pour les lumières et... Exactement. Après ça, l'autre réponse que j'ai eue, c'était qu'il fallait de l'éclairage. Mm-hmm. J'ai même proposé moi-même de payer l'éclairage parce que ça coûte 700 pour une semaine louer des grosses spots. OK. Fait que c'est vraiment... Ils ont toujours demandé au MTQ. L'MTQ a tout le temps donné des réponses un peu vagues, sans... Ça se fait ailleurs, là, des travaux de nuit, il n'y a pas de problème. Puis j'ai été moi-même demander une journée, là, un an et demi à peu près, j'ai été moi-même demander aux travailleurs pourquoi vous ne le faites pas de nuit. La réponse que j'ai eue unanimement, c'était que ça ne le tentait pas. Bon. OK. Mais est-ce que vous avez le même pouls des commerçants du centre-ville sur les impacts que ça a sur leur commerce? C'est sûr qu'un commerce... T'sais, nous autres, on est ouverts jusqu'à 5 heures. Fait que quand tu nous coupes de 9 à 3, tu nous coupes à peu près toute la journée. Un restaurant qui est plus de soir, il y a moins d'impact. C'est sûr. Mais il y a beaucoup de commerces quand même comme le vôtre là, dans le centre-ville. Donc, oui, exactement. Des commerces de destination. On essaie d'avertir nos clients avec des publications Facebook pour leur dire que le pont va être fermé. Mais déjà, s'ils ramèneraient des journées avec peu d'achalandage, ce serait déjà un gros plus. Et il y a tu m'en avais parlé, c'est la question de sécurité qu'il peut avoir, là. Oui, parce que le pont, vous le disiez, je pense, c'est on peut avoir accès, là, pas juste en automobile, donc de fermer le pont pour certaines personnes qui se déplacent, c'est encore plus problématique. Là. La distance est beaucoup plus importante. Exactement, parce que le pont, il laisse passer les piétons et les bicyclettes. Oui, c'est ça. Mais il ne laisse pas passer les scooters. Puis on sait que les jeunes là, c'est moins d'actualité parce qu'on est au mois de novembre, décembre, donc des scooters, il n'y en a plus. Mais quand ils ferment l'été, on sait que le seul pont qu'ils peuvent prendre, c'est le pont Marchand. Puis le pont Marchand, c'est un 100 km. Ils n'ont pas le droit d'aller sur le pont Marchand. Mais on sait qu'un jeune qui veut traverser, il va trouver le moyen. J'en avais parlé aux députés, justement. Il y a une question de sécurité parce que la journée qu'il y a un jeune de 14 ans qui va se faire ramasser par un 53 pieds, je vous le garantis, Mario, ce pont-là ne sera plus jamais fermé de jour. Mais on attend-tu vraiment qu'il arrive cet accident-là pour trouver une solution? Ça serait bien dommage de voir un jeune perdre la vie à cause qu'il y a des travailleurs du MTQ qui ne veulent pas travailler de nuit. Oui. Puis aussi, ce qui est inconnu dans tout ça, c'est le nombre de fois qu'on va fermer le pont. Là, on dit qu'on le ferme pour inspection une fois par mois, jusqu'à temps que les travaux soient complétés, les travaux d'inspection, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais en fait, tu viens de le dire, ils vont le fermer une fois par mois. S'ils savent c'est où qu'ils doivent inspecter, puis c'est quoi le problème du pont, je vois pas pourquoi qu'ils le feraient pas de nuit. Ils n'ont pas besoin d'inspecter le pont au complet. Ils savent qu'il y a une problématique avec une partie du pont.
c'est facile de le faire de nuit ou de le faire de soir, au moins. Pas obligé d'être de nuit, mais ça peut être de soir. Oh, oui, c'est ça. C'est ça. Déjà, l'impact serait moins important. Puis avec le MTQ, on a tout le temps eu la réponse du MTQ qu'il ne pouvait pas, mais je prends l'exemple du boulevard Périgny à Chambly. C'est le MTQ qui gère le boulevard Périgny et le MTQ interdit qu'on ferme le boulevard Périgny 2 jours. Fait que, pas plus tard que 2 semaines, ils ont demandé aux travaux publics de la ville de Chambly de réparer de nuit une fuite. Fait que, normalement, qu'est-ce qui est bon pour papa, c'est bon pour maman, là. C'est... Bon, mais je n'ai pas la réponse. Mais à part la réponse de dire on ne veut pas de la part des travailleurs, est-ce qu'on vous a donné une réponse logique dans vos démarches pour comprendre pourquoi on faisait ça de jour plutôt que de nuit? Non, je ne suis pas venu ici pour faire du name bashing qu'on dit en anglais. J'utilise cette chose-là, mais... Non, on ne veut pas accuser personne, mais on veut juste des explications. Moi, j'ai demandé, j'ai sollicité au niveau... j'ai demandé d'avoir des réponses, puis ils m'ont tout le temps dit, le MTQ nous a dit que c'était pas possible. Mais quand j'ai parlé au député, il me dit que qu'il y avait d'autres choses de plus importantes dans la vie que de ce pont-là, de le régler. Je suis un peu fâché. Mais il faut trouver une solution. Là. C'est pas... Parce que, bon, là, on parle des travaux du Pont-Gouin, c'est important quand même. Mais il faut dire que depuis plusieurs années, là, au centre-ville, les commerçants là, ne l'ont pas eu facile. Il y a eu beaucoup de travaux. Il y en a encore aujourd'hui. Il y a eu plein de choses. Donc vous ne vivez pas une période facile là, au centre-ville. C'est pas facile, mais le truc pour que ça aille bien au centre-ville, c'est qu'il faut avoir des commerces de destination, naturellement. On n'installera pas une pharmacie au centre-ville parce qu'il n'y a pas de stationnement à proximité. Fait en ayant des... Puis c'est ça qu'on a maintenant. Là. On a la carte cachée, le Noise, Gypsy Bohem, Cubic, tous des commerces de destination que les gens se déplacent. À partir de là, on peut-tu leur faciliter la vie, puis que... Tu sais, parce que nos clients... En fait, la période difficile a été passée. Vous viviez une bonne période, mais là, il y a une autre difficulté qui vient de s'ajouter, dans le fond. Oui, exactement. Puis, ce problème-là, je pense que c'est juste qu'il y a une fin de non-recevoir du MTQ. Ils gèrent ce pont-là comme ça le tente. Comme j'ai déjà donné une solution à la Ville, c'est que, le pont appartient au MTQ. Mais les entrées, donc les 2 accès du côté d'Iberville ou du côté de Saint-Jean, appartiennent à Saint-Jean. Fait que c'est facile pour la Ville de mettre une résolution puis de dire c'est interdit de fermer ces 2 accès-là de telle heure à telle heure. Donc, les MTQ vont être obligés de reporter leurs travaux. Là. Ouais. Fait que tu sais, c'est de penser en dehors de la boîte puis pas s'arrêter. C'est quoi la réponse de MTQ? Les 2 accès appartiennent à la Ville. Je comprends. Ça, c'était une des réponses aussi qu'on a eues. Ils m'ont tout le temps dit, le pont, il appartient au MTQ, ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Bon, bien, c'est correct, mais ils prendront un hélicoptère pour venir mettre leur stock sur le pont parce que vous n'aurez pas le droit d'emprunter les 2 accès. Oui, c'est ça. Donc, vous souhaiteriez peut-être, je pense que la Ville discute avec le ministère des Transports pour trouver une solution. Parce qu'il y a une solution, je pense. Il faut juste qu'on s'entende sur la façon de faire. Oui, exact. J'ai entendu des échos là, que là, les gens qui s'occupent du centre-ville là, au niveau de la ville, j'ai eu des échos qui avaient eu des pourparlers puis que justement là, ils avaient demandé de ne plus fermer ça le jeudi, vendredi, d'essayer de ramener ça le lundi au moins. À ce que j'ai entendu, je pense qu'il y a une ouverture mais je pense qu'on peut aller plus loin que ça. C'est pas vrai qu'ils ne peuvent pas faire ces travaux-là de nuit. Là. C'est impossible. De toute façon, en conclusion, je pense que c'est facile de trouver une solution. Il faut juste s'asseoir pour le trouver parce que la solution est facile à trouver. Là. Qu'on ne parle pas de travaux de nuit, si on déplace juste les travaux du jeudi au lundi, bien, ce serait déjà une solution favorable pour les commerçants du centre-ville. Oui, c'est déjà un gros plus. Ouais, c'est sûr qu'il y a une solution. C'est juste que depuis des années, le MTQ fait la sourde oreille, puis il fait comme bon lui semble avec ce pont-là. Je pense qu'il est temps que la Ville mette un peu son pied à terre puis dire regarde, non, c'est pas possible de fermer ça, Joe. On a la question de sécurité, on a la question des commerçants.
Puis je suis prêt à payer le 2,90 de l'heure pour si la ville est trop pauvre pour ça ou le MTQ est trop pauvre, je suis prêt à le payer de ma poche pour qu'il le fasse de nuit. J'espère qu'on n'arrivera pas jusque-là, non. M. Bertrand, parce que faut quand même faire vivre votre commerce, n'est-ce pas? Oui, exact. Hey, on va prendre 2 minutes parce que vous avez participé à la dernière campagne électorale. Vous avez tenté de faire élire dans le district 2. Comment vous avez vécu ça? Vous avez quand même eu des bons résultats pour un candidat indépendant. Oui, j'ai eu des bons résultats. Je pense que les gens ne comprennent pas encore au niveau municipal que tu peux voter pour un conseiller et pour son maire. On a vu beaucoup de votes, pas de vote croisé en tant que tel, que les gens, ils ont voté pour... Oui, c'est souvent le candidat au maire qui veut... Exactement. C'est ça qui est arrivé, qu'ils ont ramassé. Par contre, celui qui a gagné dans mon district, Bruno, super bon gars. Moi, que j'ai reçu cette semaine. J'ai jasé avec pendant 16 heures de temps à table, les journées de vote. Je pense qu'il va faire un bon travail. Puis j'ai dit que s'il avait besoin d'aide, je l'aiderais là-dedans. Vous avez aimé l'expérience? Oui, j'ai aimé l'expérience. Mais on verra si ça va se reproduire. C'était plus, je me disais, bon, il va pour 4 ans, je fais un don de montant. À la prochaine élection, je vais avoir 58. Je ne sais pas si... Oui. Mais de toute façon, vous restez disponible comme citoyen pour aider, justement... Oui, exactement. Moi, j'adore ma ville. J'aurais fait la job gratuite de conseiller. Donc, j'allais là pour les bonnes raisons. Mais c'est correct. Moi, je crois à l'indépendance des conseillers. On va voir, on va donner une année à la nouvelle administration pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Après ça, je vais être plus critique un peu si ça va pas bien. Bon, bien, on va souhaiter en tout cas que la situation au pont-Gouin se règle parce qu'évidemment, c'est un nouveau pont et les gens sont un peu irrités de voir qu'on doit déjà faire des inspections sur un pont qui vient d'être construit. Mais bon, c'est la vie. Mais il faut juste que les impacts soient moins grands pour les commerçants du centre-ville. Merci beaucoup, M. Bertrand. Merci, Mario. On fait une pause et on revient tout de suite après. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Le mouvement SEM est en pleine campagne de financement et durant tout le mois de décembre, la campagne de financement se déplace au restaurant Belgo. Et pour nous en parler, on a Mme Olga Boilard, qui est la directrice administration et finances du mouvement SEM. Mme Boilard, bonjour. Bonjour. Parlez-nous d'abord de cette campagne de financement avant de parler spécifiquement de ce qui se passe au mois de décembre. Parlez-nous un peu là, de cette campagne. On a décidé de mettre sur pied cette campagne-là suite aux retraites Centraide dans notre organisme. Évidemment, ils ont diminué un peu leurs apports un peu partout. Puis nous, ça nous a fait un manque à gagner de 150 000 $ d'un coup. Alors, c'était une grosse somme pour nous autres, un organisme communautaire. Ça fait qu'on a décidé d'essayer de diversifier nos modes de financement. Puis on a aussi... on veut impliquer la communauté parce que c'est un service à la communauté sur mesure pour notre communauté. Alors, on s'est dit, pourquoi pas leur demander de nous donner un coup de main puisque l'argent qui est investi chez SEM est redépensé exactement ici. Oui, dans le milieu, exactement. Et ça ne va pas nulle part. Ouais. Généralement, une campagne de financement est ciblée dans le temps, donc on cible 1 mois, 2 mois, mais vous avez décidé de faire une campagne de financement échelonnée sur 2 ans. C'est quand même particulier. Oui, c'était pour nous laisser le temps vraiment de voir et de voir les réponses, de s'ajuster et de aussi minimiser l'impact de nos travailleurs, parce que pour faire des campagnes de financement, ça prend beaucoup de temps. Oui, oui, oui. Et il faut œuvrer un peu d'ingéniosité pour éviter d'épuiser nos employés qui travaillent déjà pas mal fort. Ça fait qu'on a décidé de mettre ça sur 2 ans
pour un peu voir, tu sais, c'est notre première campagne, on veut voir, on peut... Ouais. Est-ce que vous avez un objectif pour cette campagne-là, globalement? Écoutez, on a mis un objectif de 350 000, mais nous, tous les sous qu'on ramasse sont importants pour nous. Je ne penserais pas qu'on va se rendre à 350 000. 350 000, c'est une idée pour pérenniser l'entreprise. Avec 350 000, on serait capable de dire, ça fait 42 ans qu'on existe, on va continuer encore plusieurs années, même s'il y a des coupures. En fait, ça maintiendrait les activités sur une plus longue période, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça assurerait vraiment la pérennité de l'organisme. Et maintenant, ce qu'on a besoin à court terme, c'est vraiment de 50, 60, 100 000 par année. On est capable de continuer d'assurer les services, même si Centraide est parti. Bon. Donc, comme je le mentionnais, durant le mois de décembre, vous vous installez au Belgo. Oui. Comment s'est fait l'approche et est-ce que vous avez approché le commerce? Comment ça s'est fait? Oui, j'ai approché le Belgo. Je leur ai demandé s'ils voulaient rentrer dans notre aventure. Moi, j'avais déjà vu, en fait, j'ai approché le Belgo à cause de notre nouvel outil, le qu'on va montrer tantôt, oui. Et puis, eux autres, ils étaient enchantés parce que c'est un service clé en main, ils n'ont pas besoin de rien faire. Fait que les gens ont juste besoin de sortir leur carte, taper, puis c'est assez facile, là. C'est ça. Ce que vous parlez, là, c'est ça. C'est la machine TipTap, dans le fond, qui est un terminal, dans le fond. Donc, les gens n'ont qu'à appliquer leur carte de crédit, leur carte bancaire, et ils font un don automatiquement de, je pense, c'est de 10 $. Au Belgo, c'est 2 $. C'est 2 $. Parce qu'on voulait que presque tout le monde puisse donner. Oui, OK. Vous comprenez? Parce que sur une facture, 10 $ sur une facture, quand on va chercher, c'est beaucoup d'argent. Oui. Ça fait que nous, on mise des plus petits montants, mais en fait, on a plusieurs pastilles, là, dépendant des endroits où on se situe. Bon, je sais que ça vient tout juste de commencer, mais est-ce que la réponse est bonne? Oui, quand même, on a déjà eu des dons. Ça fait que c'est le fun. On voit que les gens voient l'affiche. Ça fait aussi connaître le mouvement. Oui. Parce que le mouvement SEM n'est pas tant connu à Saint-Jean. Moi, je rencontre beaucoup de monde qui me disent qu'ils ne connaissent pas nos services. Bon, on va en parler justement de vos services un peu plus tard. Donc, est-ce que votre association avec le Belgo, par exemple, pourrait vous amener à vous associer à d'autres entreprises pour ce genre de levée de fonds pour la campagne? C'est ce qu'on cherche. On devrait aller dans la friperie des deux fripés. Qui ont répondu à notre appel. Puis on cherche d'autres organismes aussi qui seraient prêts à avoir notre petite table sur leur comptoir. Bon, mais 350 000, ça ne se ramasse pas juste avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de financement au cours de la campagne? Moi, je fais beaucoup de démarchage auprès des entreprises, là, auprès des fondations. On a des jardins qui nous ont donné des sous. On a Rheinmetall qui nous donne des sous, là, la Fondation des employés. C'est que je me promène un peu partout. Je fais connaître le mouvement. Je demande aux gens s'ils veulent embarquer avec nous. Puis on fait aussi des activités. Là, on a fait la semaine passée une causerie avec Michel Jean. Oui. Qui est journaliste et auteur. Ça nous a permis de ramasser un peu de sous. On a fait un marché de Noël aussi il y a 2 semaines. Donc, on fait des activités comme ça pour faire connaître et aussi pour ramasser des sous. Bon. Le thème de la campagne, c'est « On récolte ce que l'on sème ». Donc, un très beau jeu de mots avec le nom de l'organisme. Donc, je pense que ça résume assez bien ce que vous faites là, avec le mouvement. Là. Oui, tout à fait, parce que nous, on travaille avec les enfants, surtout dans le développement des enfants, la protection des enfants. Alors, on s'en va dans les petites familles qui ont des défis particuliers ou qui perdent l'équilibre un peu. Tu sais, maintenant, les 2 parents travaillent, c'est difficile de joindre, tu sais, avec les enfants à la garderie ou à l'école et tout ça. C'est difficile pour eux d'arriver puis d'être sereins dans tout ça. Ça fait que nous, on s'en va les aider à retrouver un peu une sérénité dans leur famille. Bon. Vous dites que la campagne de financement donc, va servir là, à combler un peu le manque à gagner de Centraide, mais si jamais on atteint l'objectif, est-ce que ça peut amener à élargir les services que vous offrez ou simplement consolider ce que vous offrez déjà? Nous, en tant qu'organisme communautaire, on doit offrir les services que la population a besoin. Alors, on est à l'écoute de nos membres, on regarde qu'est-ce qu'ils ont besoin. Comme cette année, on avait un nouveau programme qui s'appelait SEM parental, qui avait lieu tous les soirs de la semaine. Tous les soirs de la semaine, non, c'est un mercredi. Un mercredi par semaine. Et puis, les parents étaient invités à venir partager. On avait différents thèmes, puis ils venaient partager leurs défis de parentalité avec nous, puis on leur donnait des petites pistes de solutions. Bon, mais est-ce qu'il y a eu des services, faute de financement, est-ce qu'il y a eu des services que vous avez été obligés de laisser de côté récemment et que vous souhaiteriez ramener au sein du mouvement SEM? On n'a pas encore été obligé de fermer des services et on est content. Le service qui est le plus
À risque? À risque, c'est notre service d'aide aux devoirs. Parce qu'on a vraiment perdu beaucoup d'argent ces temps-ci. On ne perd pas de l'argent à offrir le service, mais on a perdu du financement pour ce service-là. Alors, on a de la misère à consolider ça. On est un peu inquiet pour l'an prochain, pour le service d'aide aux devoirs. Puis c'est un service qui est vraiment important parce qu'ici, on a beaucoup de nouveaux arrivants. Les parents ne parlent pas français ni anglais. Ils ne sont pas capables de faire les devoirs avec leurs enfants. Ces enfants-là, il faut qu'ils réussissent à l'école pour s'intégrer dans la société. Hein? C'est la base. Si on veut en faire des citoyens, on doit vraiment les appuyer. Ça fait partie de notre mission d'offrir l'aide aux devoirs. Alors, on espère ramasser des sous pour consolider vraiment cette activité-là parce que c'est très, très apprécié. Ouais. J'ai fait des entrevues avec beaucoup de gens impliqués dans le communautaire récemment et ça revient tout le temps, ce fameux manque de financement. Québec en donne moins. Les organismes qui aident ces organismes-là en donnent moins également. J'imagine que c'est de plus en plus difficile d'œuvrer dans ce domaine-là avec tout ce que vous avez à faire pour justement aller chercher l'argent nécessaire. C'est sûr que c'est difficile, mais c'est tellement motivant et gratifiant. C'est là qu'on va chercher tout notre empowerment pour continuer d'évoluer, là, tu sais. C'est difficile, puis c'est important aussi que la communauté s'implique dans ces organismes communautaires parce c'est le reflet de sa société, c'est son miroir, puis on ne sait jamais quand est-ce qu'on va avoir besoin. Tu sais, il y en a qui ont besoin de panier de Noël, mais il y en a qui ont besoin d'aide pour d'autres choses. Il y a des problèmes d'itinérance. Alors, dès que les gens ont atteint un certain niveau d'être bien dans leur vie, c'est important qu'ils redonnent parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut avoir besoin. Exact. Donc, parlez-nous justement de l'organisme en tant que tel. Donc, vous dites que ça fait 42 ans que ça existe. Beaucoup de gens qui ne connaissent même pas l'existence du mouvement SEM. Peut-être nous parler un peu justement de ce que vous offrez à la population. On a plusieurs services. Notre service de base, c'est le service qui s'appelle le service Connexion. C'est des intervenantes qui vont à domicile. Alors, ils vont rencontrer les familles à domicile avec les enfants pour voir un peu la dynamique, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui manque, c'est quoi les enjeux, qu'est-ce qui est un peu dangereux pour assurer que les enfants grandissent dans un milieu sain, tout ça. Fait qu'en allant à domicile, nous, on voit les choses. C'est pas comme les parents qui prennent les enfants et qui viennent, mettons, sur un autre service. Ils sortent de la maison, là, ils vont s'habiller un petit peu plus propre, tu sais. Tandis que nous autres, en allant là-bas, on crée comme une espèce d'amicalité avec le parent qui va venir... et qui va devenir vraiment très, très proche. C'est comme une bonne amie qui vient à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines, à qui tu peux vraiment tout confier. Puis on est aussi beaucoup... on reçoit beaucoup de confidences, des confidences qui sont assez graves et tout ça. Puis on s'occupe d'eux, on s'occupe de les rassurer, puis souvent, on va les envoyer vers d'autres ressources. J'imagine que le contexte, là, bon, la pandémie a le dos large, bien sûr, mais évidemment, là, on a vécu des années très difficiles. Est-ce que le portrait des familles qui demandent de l'aide, des personnes qui joignent l'organisme, est-ce que ça a changé le portrait ou c'est sensiblement la même chose? Non, ça a beaucoup changé. On a beaucoup plus d'anxiété dans nos familles. On a des familles très, très anxieuses. Puis on a aussi des familles où les 2 parents travaillent maintenant. Ils sont obligés de travailler. Là. C'est pas par choix, c'est par nécessité. Et même que lorsque les 2 travaillent, ils ont de la difficulté à arriver. Ils ont même des difficultés financières. C'est difficile aussi. Il a fallu changer des choses dans notre portrait de service parce qu'on peut moins aller chez les familles de jour. Maintenant, on est obligé d'y aller le soir, mais les parents travaillent jusqu'à 5 heures. Ils ne sont pas à la maison à 6 heures. Il faut qu'ils mangent, il faut que les enfants se couchent. C'est des enjeux vraiment très différents. Nos familles sont presque toutes des travailleurs. Bon, est-ce qu'il a fallu réorienter le travail du personnel, justement, pour les aider? Il a fallu demander à notre personnel de travailler plus tard. Parce qu'ils ne peuvent pas finir à 5 heures, c'est impossible. Chez SEM, on finit à 7 heures, 7h30 le soir. Pas à tous les soirs, on fait des rotations, mais... Bon. Est-ce que c'est quantifiable, le nombre d'enfants, de familles que vous aidez par année? Oui, dans notre rapport annuel, on a tout ça. De toute façon, on est obligé de faire des rééditions de comptes avec les sous qu'on a. Alors, on voit peut-être 250 familles là, par année. Bon. Le suivi qui est fait par la suite, lorsque les enfants, les parents viennent vous voir, bon, ils ont besoin d'aide, quel est l'encadrement que vous offrez et les suivis qui se font après ça?
En fait, quand on va à domicile, on ouvre un dossier, on a des notes de dossier, là, comme des notes infirmières, si vous voulez. À chaque rencontre, on se prend des notes, on regarde, on met des choses en place. Je dirais, on propose des choses. C'est toute une question de volontariat, là. Il faut que le parent soit prêt à recevoir. Ouais. Nous autres, on propose d'essayer ça comme ça. OK, ça ne marche pas. Parfois, on va essayer alors d'autres l'approche choses. est importante pour justement bien amener le sujet et qu'ils acceptent de se faire aider. Là. C'est toujours du volontariat. On n'impose rien. Non. Et ce qui est le fun au mouvement SEM, c'est qu'on n'a pas de limite de temps dans une famille. Bon. On a des familles qu'on suit depuis 5-6 ans, là, Ah oui, hein? qui ont ce besoin-là, puis ça porte fruit. C'est pas parce que ça porte pas fruit qu'on reste là, c'est parce que des fois, il y a un nouvel enfant qui arrive, il y en a un qui part, il y en a un qui, tout d'un coup, va avoir des problèmes de santé mentale, alors on va intégrer ça dans la famille, voir qu'est-ce qu'on fait. Oui. J'aimerais qu'on prenne 30 secondes pour parler du service de supervision des droits d'accès. C'est un service que vous offrez au mouvement SEM. Oui, c'est les familles qui sont séparées. Et les parents qui ont été sommés d'avoir une supervision de droit d'accès pour avoir accès à leurs enfants. Alors, on a des gens de toutes les classes sociales, puis on offre ce service-là, surtout la fin de semaine. Alors, les parents viennent porter leurs enfants. Le parent qui est en visite supervisée vient. Il est avec son enfant pendant une période de temps. Nous, on supervise. Une supervision, c'est plutôt une observation. Alors, on va intervenir uniquement quand il y a une situation problématique, mais sinon, on va les laisser aller, mais on va superviser la visite. J'imagine qu'il y en a de plus en plus parce que c'est une situation, évidemment, qui augmente également d'année en année. Là. Oui, il y en a beaucoup, mais tu sais, souvent, c'est pour des courtes périodes. Là. On a des dossiers qui sont plus longs, mais souvent, c'est des périodes de 3-4 mois. C'est des essais de visite, justement, pour voir si ça se passe bien. Puis nous, après ça, on envoie un rapport aux avocats, puis ils poursuivent leur chemin. C'est un truc qui est vraiment très apprécié. Donc, une façon d'aider le mouvement SEM et qui ne coûte pas très cher parce que chaque don est important dans ces campagnes de financement. Donc, c'est d'aller au Belgo durant tout le mois de décembre. Vous utilisez ce service qui est le TipTap, et puis vous faites un don de 2 $ au mouvement SEM. Et puis, durant tout le mois de décembre, vous pouvez aider la cause. Et puis, il y aura d'autres moyens de financer, bien sûr, après cette période. Suivre nos activités sur notre Facebook, c'est la meilleure façon de voir comment vous pouvez vous investir au sein du mouvement. Madame Broyard, merci beaucoup de votre visite, puis bonne chance pour cette campagne de financement. Merci beaucoup. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu. Bon week-end, mesdames et messieurs, à la prochaine.